I'm not afraid of... Eh bien, salut tout le monde, c'est Yoni, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler d'un truc qui plus ou moins me concerne assez directement. On va parler d'une sorte de renaissance du mythe du bon sauvage dans la société du 21e siècle, qui se généralise surtout, en tout cas de ce que je constate, en Europe et puis aux États-Unis. Donc aux États-Unis peut-être un petit peu moins, si on compare par rapport à la masse de population, il y en a peut-être plus en Europe que aux États-Unis parce que la philosophie par rapport à beaucoup de choses est relativement différente aux États-Unis. Mais voilà, du coup on va aborder ce sujet-là. Alors je vais éviter de vous faire une vidéo d'1 heure et si jamais la vidéo est longue, je la couperai en 2 parties, je pense. Parce que j'ai bien vu que ça vous faisait rager quand je faisais des vidéos trop longues et que vous fuyiez comme des baltringues. Alors, donc d'abord on va faire un petit point sur ce qu'est le mythe du bon sauvage à l'origine. Et puis après on va aborder la chose de la façon dont je la conçois dans la société moderne. Alors donc du coup au départ le mythe du bon sauvage c'est parti. Alors c'est parti post-Renaissance, à la fin de la Renaissance, avec au début, enfin à la fin, je sais pas vraiment si on peut dire que c'est la fin. Personne ne considère les périodes historiques aux mêmes dates, du coup on va dire juste que c'est pendant la Renaissance, avec les essais de Montaigne, et avec un essai en particulier sur les cannibales. Voilà, essai dont j'ai fait l'étude d'ailleurs, étude linéaire, ça faut le savoir, fait avec amour. Juste pour le fun, voilà. Ça je l'invente pas, ça c'est dans mon livre. Donc du coup, voilà, Montaigne commence avec son essai des cannibales, où justement il parle des sauvages, entre guillemets, de ce qui était sauvage pour l'Européen de l'époque, c'est-à-dire tous les nouveaux peuples qui ont été découverts à la période colonisatrice. Et donc tous ces peuples qui étaient non civilisés selon le mode de vie européen. Donc c'est ce dont il traite dans cet essai, et c'est relativement romancé, enfin c'est un mythe en fait, et lui-même le définit comme un mythe, et plus tard Rousseau aussi, parce que en vérité ce n'est pas absolument véridique, et surtout le cannibalisme n'est pas vraiment représentatif de ce qu'est l'homme à l'état sauvage, à l'état primordial, étant donné que le cannibalisme est vraiment une singularité et que c'est très très rare si on regarde tous les peuples qui sont dans une pensée primitive, chasseur-cueilleur. Donc voilà, c'est pas hyper représentatif. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette espèce de mouvance qui commence à se mettre en place. Donc voilà, plus tard, Diderot qui reprend, et surtout Rousseau, plus tard, qui va écrire «L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt». Donc voilà, c'est lui en fait qui va fonder ce mythe vraiment du bon sauvage, qui va être critiqué notamment par Voltaire. Mais voilà, ce mythe du bon sauvage va surtout se former autour de Rousseau, avec cette idée que l'homme était meilleur avant la société, et qu'il doit se défaire de la société. Alors c'est un peu différent de Montaigne quand même, parce que Montaigne ne propose pas l'homme comme individuel en fait. Enfin, il propose pas le bon état de sauvage comme étant l'homme seul. Il propose en fait un modèle social différent, fondé sur un homme, une société plus primordiale, plus primaire, qu'il décrit dans son essai. Donc voilà, il y a un peu une divergence de ce côté-là entre les deux, c'est-à-dire que Rousseau, il y a clairement un côté un peu misanthrope qu'on n'a pas chez Montaigne. Et donc c'est pour ça que le mythe du bon sauvage va évoluer un petit peu, mais dans son essence, c'est cette idée que en gros c'était mieux avant, et que c'était mieux très très avant, c'est-à-dire
comme c'est repris maintenant, la période chasseur-cueilleur. Alors, c'était très flou dans l'esprit des gens, justement, à cette période où le mythe du bon sauvage s'est développé. C'était assez flou dans leur esprit parce qu'ils n'avaient pas forcément bien les données. Ils s'étaient fondés sur beaucoup de suppositions. Mais petit à petit, ça s'est affiné. Et maintenant, on voit une résurgence de ce modèle-là. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est quelque chose que moi je constate au quotidien dans les communautés survivalisme et alors que je préfère appeler vivalisme parce que le survivalisme c'est un peu un terme américain et qui est très différent du survivalisme à l'européenne, si on peut dire ça comme ça, qui est plus proche, est plus proche d'un aspect, comment dire ça, d'un aspect plus rustique en fait que le survivalisme à l'américaine qui est de récupérer un maximum de stuff, un maximum de trucs pour survivre en cas de pénurie avec des bunkers et des conneries comme ça. Le vivaliste est loin, très loin de cette aspiration-là, de ce but-là. Et puis après, on a aussi les païens, du coup, dans les communautés que je vois, qui eux aussi tendent vers ça. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Du coup, c'est des gens qui disent c'était mieux avant. Alors d'abord, ça peut être par rapport à l'Antiquité. Donc du coup, ils vont parler des Celtes, ils vont parler des Romains et des Grecs, mais là, ils seront pas très crédibles en disant que c'était mieux. Mais oui, souvent, c'est parler des Celtes, ou autre chose, on va avoir les tribus amérindiennes, voilà le classique. Euh, L'Asie. Et voilà, il y a toujours cette espèce de fantasme autour d'une sorte d'être à l'état sauvage, un peu idéalisé, même très 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 idéalisé. Et puis cette sorte d'appel pour un mode de vie rustique qu'on a en ce moment, qui est tout autour des causes environnementales, qui aussi idéalise beaucoup les choses. Et, euh, et je trouve ça un petit peu embêtant. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont être déçus. C'est-à-dire que j'en vois beaucoup qui sont là, ouais, il faut qu'on retourne à un mode de vie plus simple et tout ça. Mais le truc, c'est que eux, ils sont à des années-lumière de ça. Ils ont grandi dans le confort européen qu'on a hérité des baby boomers. Et ils ont grandi dans cette absence de nécessité tout au long de leur vie. Et ils dépendent de ça, ils ont grandi avec ça. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'énorme décalage qu'il y a entre ce mode de vie simple qu'ils prônent et leur mode de vie actuel. Et je pense que quand ils vont avoir la redescente sur Terre, quand ils vont se rendre compte de la réalité des choses, je pense qu'il est plus que probable qu'ils aient une énorme déception en fait. Parce que c'est beaucoup trop idéalisé, on voit la chose que par ses meilleurs côtés, avec le côté vivre à la campagne et tout machin, aller dans la forêt et tout ça. On voit que la chose par ses bons côtés et on réfléchit pas aux choses négatives que ça implique. C'est-à-dire avoir froid, avoir faim, voilà, toutes ces choses-là, le problème c'est que pour ces gens c'est des concepts abstraits, parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas vécues. Et du coup, tomber dessus, ça peut faire bizarre. Moi, mais je dis ces gens-là, mais moi j'en fais totalement partie. C'est-à-dire que je pense que même moi, j'idéalise beaucoup ce mode de vie-là. Et je tends vers une prise de recul par rapport à ça, parce que je pense que ça peut être que néfaste pour nous. Et cette déception peut nous amener à nous retrouver en fait sans solution et sans but dans la vie. Et peut-être même à devoir retourner à la société, c'est-à-dire redevenir dépendant. Parce qu'on est incapable de faire sans, et ce serait vraiment un constat amer. Donc du coup, voilà, il y a ce côté-là qui me gêne beaucoup, et je vois beaucoup de personnes, en particulier des anglophones en France, ça s'est pas encore beaucoup développé, mais qui ont une sorte de fascination pour la période chasseur-cueilleur, et qui essayent de reconcevoir toute la société selon ce modèle-là, en se disant c'était mieux avant, devrait être comme ça. Alors oui, sauf que la moyenne d'âge c'était 30 ans.
un peu plus de 30 ans. Donc il faut quand même prendre du recul par rapport aux choses et comprendre que ce n'est pas que bénéfique et que ce n'est pas que vivre d'amour et d'eau fraîche et d'un beau soleil toute l'année. C'est pas ça la vie des chasseurs-cueilleurs. C'est pas non plus la paix constamment. Il y avait la guerre. Quand on parle au niveau culturel, il y a un certain nombre de cultures qui pratiquaient le sacrifice humain. Alors, ne dramatisons pas, le sacrifice humain avait un but pratique, c'était d'éviter la surpopulation. Mais voilà, n'empêche que ça y était, n'empêche qu'il fallait vivre avec ça. Il y avait aussi les besoins de migration, comme le faisaient les Celtes, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y avait trop de monde dans une communauté, on envoyait un bout de la communauté vivre ailleurs. Donc voilà, il y a donc du coup ils perdaient leur famille, etc. Ils perdaient tout ce qu'ils avaient là-bas. Mais voilà, ça les gens, et moi compris, il n'y a pas eu forcément ce recul par rapport à ça, de se dire, attends une seconde, tout n'est pas rose. Je veux dire, voilà, les maladies et tout ça, c'est pas... elles existaient aussi. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de choses positives, et beaucoup de choses positives que nous, on a perdues actuellement, qu'on a travesties et qu'on a corrompues, en particulier d'un point de vue culturel. Il y a beaucoup de choses et au niveau de la vie quotidienne aussi, il y a beaucoup de bonnes habitudes qu'ils avaient, que nous on a perdues, et des philosophies qu'ils avaient, que nous on a perdues et qu'on n'a plus. Donc ça, bien sûr, je pense qu'il faut le prôner, ça, il faut vouloir y retourner, et c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas perdre de vue ce qu'il y a de bon dans nos sociétés modernes. Je pense par exemple à la médecine. J'ai eu toute une période où j'étais vraiment opposé au concept médical, je tenais à ce que les gens meurent. J'y tiens toujours, mais je pense que la médecine peut quand même avoir une part importante, parce qu'il y a un aspect de l'accident. C'est-à-dire, peut être la personne avec le plus de valeur du monde, le plus grand philosophe, etc. Bon, il a un accident, il tombe dans l'escalier, on peut pas le soigner, il meurt. Bon, c'est con. Et c'est des trucs qui peuvent être évités grâce à la médecine moderne. Du coup, est-ce qu'on doit se débarrasser de ça ? C'est ça la question, et selon moi, pas entièrement. Et je pense en particulier à l'accouchement. Voilà, l'accouchement était source de beaucoup de morts à l'époque, et du coup, le rapport sexuel était assez inquiétant. Et ce qui explique en partie pourquoi les viols. Parce que justement les femmes avaient peur de tomber enceintes, parce que l'accouchement, ça pouvait être une question de vie ou de mort. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, où on ne se rend pas compte que maintenant, il y a eu de gros progrès, et des progrès dans le bon sens du terme. Du coup, je pense que vouloir se débarrasser de certaines de ces choses pour retourner à un aspect plus naturel, je trouve que c'est bien de retourner à une part où on obéit plus aux règles de la nature plutôt qu'aux règles de l'homme, mais néanmoins, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on a fait, et que la science a fait, qui sont des avancées en fait, et qui sont bénéfiques pour nous sans nous priver de notre nature primaire, c'est-à-dire celle d'être un animal, un homme. Du coup voilà, je pense que c'est assez problématique cet aspect toujours amélioratif par rapport à ces diverses périodes, et je pense que les gens doivent avoir une sorte de prise de recul sur ça, et faire des expériences aussi, pas et surtout, enfin, faire une expérience sur le long terme, c'est-à-dire sans retour au confort de la civilisation. Parce que si on a un court terme, si on part dans la nature, ou si on a une vie simple sur le court terme, et qu'après on revient à notre civilisation, à notre mode de vie normal, on va se dire, bon bah finalement, la mode de vie rustique, c'est pas si difficile que ça. Bon, Célestin, ça va pas durer très longtemps ton expérience, donc t'as pas de recul dessus, t'en vois que les aspects positifs, donc c'est normal que tu dises ça. Mais tout n'est pas rose quand même. Il y a autre chose aussi auquel je pensais par rapport à ça, par rapport à cette espèce de critique sociale qui tend à dire, regardez comme la société nous a corrompus, comme c'est la faute de la société, voilà, comme le disait Rousseau, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt, voilà. Cette idée-là, je pense qu'il faut réussir à s'en détacher un petit peu.
C'est-à-dire que c'est bien beau, Jean Babybel qui nous dit oui, la société c'est trop nul, ouais, moi j'en ai marre, les étudiants on est persécutés. Voilà, je pense tous ces gens critiques sociales qui ne vont pas plus loin que ça et qui n'essayent pas de comprendre la chose, mais qui se contentent de critiquer, de dire ouais, c'était mieux avant, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes prônent un changement social ou un changement culturel, mais ils ne se changent pas eux-mêmes en fait. C'est-à-dire que la société, c'est l'ensemble d'un groupe humain. Mais du coup, comment est-ce que cette abstraction qu'est le mot société peut changer si le groupe humain ne change pas? C'est impossible. Donc du coup, il faut que le groupe humain ait changé pour faire évoluer la société. Et pour ça, il faut que chacun qui est dans cette réflexion, au lieu d'avoir des grands mots et des grands discours sur comme la société est mauvaise, comme elle devrait être meilleure et comme on devrait vivre en essayant de l'imposer aux autres, euh, à la place, il devrait essayer justement d'atteindre son idéal et d'abord de le vivre avant d'essayer de l'imposer à l'échelle sociale. C'est-à-dire que si les gens n'y adhèrent pas, et si lui-même n'y adhère pas, pourquoi est-ce que ça évoluerait dans ce sens-là? C'est juste du bon sens. Donc je pense que voilà, si à un moment on est à l'encontre de la société, euh, il faut faire changer les choses chez soi avant de faire changer les choses chez les autres. C'est-à-dire modifier ses habitudes pour incarner l'homme de la société tel qu'il le veut, ou la femme de la société telle qu'elle le veut. Du coup, ouais, ça me paraît être l'essence de la chose. Et ça sert à rien de dire il faut revenir à ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, si nous-mêmes on n'incarne pas ça. Et une dernière chose avant que je vous laisse, pour une fois je vais pouvoir faire une vidéo un peu efficace, un peu plus courte, c'est que en fait par rapport à toute cette période chasseur-cueilleur, toute cette période qui est glorifiée en ce moment avec la période antique et tout ça, le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou qui sont floues, qui ne sont pas encore précises dans l'esprit des chercheurs, des paléoanthropologues, des archéologues, des gens qui font de la linguistique. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore précises du tout d'un point de vue culturel, d'un point de vue des habitudes, d'un point de vue alimentaire, vestimentaire. Au final, on sait très peu de choses. Et le gros problème, c'est qu'il y a cette espèce de tendance, cette espèce d'habitude à avancer les faits comme si c'était des vérités sans avoir aucune preuve à l'appui. C'est-à-dire en disant oui, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça. Beaucoup de ces choses sont des préjugés et ne sont pas en fait des vérités à ce sujet-là. Et il est difficile d'avancer des vérités sur certaines périodes. Du coup, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est ça en fait, se créer son mythe du bon sauvage. C'est imaginer le sauvage entre guillemets, d'ailleurs terme qui est très condescendant, et d'ailleurs toute cette espèce de considération de d'autres peuples en disant regardez comme eux c'est mieux, c'est sauvage, il y a une certaine forme de condescendance qui est quand même visible. C'est voilà, cette sorte d'idéalisation et la fabrication de son propre modèle par rapport à cette pensée de l'être sauvage en fait. Et, euh, et le problème de cette idéalisation, c'est que chacun va avoir sa propre idéalisation. Au final, les gens, même entre eux qui partagent cette thèse, ne seront pas en accord les uns avec les autres. Donc ça n'ira nulle part. Et d'ailleurs, les gens vont peut-être se bâtir un mode de vie, un mode de pensée sur des mensonges qu'ils auront fabriqués eux-mêmes à partir d'une hypothèse, et une hypothèse qui ne reste qu'une hypothèse, même s'ils la présentent comme un fait. C'est-à-dire, voilà, les sauvages étaient comme ci, les sauvages faisaient comme ça, les sauvages ceci, les sauvages cela. Tout ça parce qu'ils ont vu une représentation sur tel ou tel truc, parce qu'ils ont lu tel article, ou qu'ils ont juste imaginé que ça fonctionnait comme ça. Mais il n'y a aucune garantie que c'est vrai.
Ça ne veut pas dire que tout est faux, bien sûr que non. Il y a des gens qui font un travail sérieux sur ça et qui se basent sur de vraies preuves, de vrais éléments archéologiques pour avancer les choses. Et donc là, on peut considérer ces choses et essayer d'en tirer quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes, mais il ne faut pas inventer des pratiques, il ne faut pas inventer des idéologies, des cultures, des pratiques culturelles en fait, liées à un pseudo bon sauvage un peu flou, d'une période un peu floue aussi. Voilà, je pense qu'il faut vraiment se documenter et pas simplement avancer les faits parce que ça nous arrange. Parce que ça nous arrange de voir comme ça, et puis c'est plus facile de faire passer notre vision sans avancer des vrais faits, mais en disant des choses qui paraissent à peu près vraies et qui servent notre argumentation. Il vaut mieux avoir des choses fondées, parce que comme ça évitera plus tard de vous rendre compte que vous êtes menti à vous-même et que vous avez bâti tout ça sur rien, et du coup au final que vous allez être déçu. Il vaut mieux bâtir les choses sur quelque chose de solide, sur quelque chose de vrai. Comme ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vraiment bâtir. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose de solide et pas quelque chose qui va tomber au premier coup de vent. Donc, c'est bien d'avoir des connaissances par rapport à ça, mais il faut des vraies connaissances et il faut en tirer des choses logiques. Enfin, logiques, je ne sais pas exactement comment dire ça, mais des choses réfléchies en fait. Il ne faut pas en tirer les choses qui nous arrangent ou qui arrangent notre argumentation. Il faut en tirer la vérité, enfin, en tirer ce qui nous sert en tant qu'individu, en tant qu'être humain, pas en tant que produit de culture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, j'ai fait pas trop long. Voilà, c'était un sujet dont je vous ai parlé parce que je vois vraiment de plus en plus ces espèces de mouvements qui s'étendent avec, par exemple, la diète paléo, tous les trucs comme ça, cet attrait justement pour cette période préhistorique, pour l'homme d'avant, qui naît, selon moi, tout simplement d'un dégoût de l'homme moderne. Et du coup, on cherche la solution ailleurs, et ailleurs, c'est hier, et c'est difficilement demain. C'est ça le problème. Donc voilà, je vous invite à voir plutôt demain, et si vous le souhaitez, à voir demain sans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais trouver quelque chose à la place, quelque chose qui est cohérent, et même si... Et après, si cette chose vous l'idéalisez, ça peut quand même être un bon objectif pour vous, mais ne perdez jamais de votre tête que ceci n'est qu'une idéalisation, que ça ne se passera très probablement pas comme ça, et que si ça ne se passe pas comme ça, il ne faudra pas que vous soyez trop déçus. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder un petit peu de recul. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir revenir à ce genre de valeurs, mais il ne faut pas oublier que l'histoire ne vous attend pas et que l'histoire peut se dérouler tout à fait différemment. Si ça se trouve, l'accélération technologique va se poursuivre sur les prochains millénaires. On n'en sait rien. Donc, même si on espère à un mode de vie et une société différente, il ne faut jamais perdre de vue que ça peut se passer tout à fait différemment, et que si ça se passe différemment, il faudra s'adapter, et c'est pour ça que le changement, si on le fait individuellement, et si on préfère un changement individuel à un changement général, même si le général évolue d'une façon qu'on n'attendait pas et qu'on ne voulait pas forcément, l'individuel, lui, est tout à fait libre. Il peut évoluer comme il veut, et au final, ce qui importe le plus, c'est que l'individuel se fabrique un environnement, une façon de penser, une philosophie qui lui correspondent et qui lui permettent d'évoluer. Après, le général évoluera comme il voudra, mais s'il évolue différemment de ce que vous avez prévu, si vous-même vous êtes fidèle à ce que vous pensez de l'humanité et de ce que vous voulez de l'humanité, la déception sera moindre. Elle sera beaucoup moins importante que si tout s'effondre. C'est ce pourquoi je vous invite à, si vous prenez des changements, si vous prenez un mode de vie différent, une culture différente, à les adopter avant de vouloir la faire adopter aux autres. Comme ça, au moins, s'il y a une couille dans le potage, vous n'aurez pas de problème. Bon, voilà, cette fois je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.